Quand on lance The Unfinished Swan pour la première fois, on se retrouve face à du blanc. Du blanc absolument partout, si bien qu'on ne peut en aucun cas distinguer le moindre décor, le moindre objet, le moindre relief. Mais rapidement, on se rend compte qu'on a la possibilité de lancer des boules de peinture. Des boules qui, une fois éclatées, révèlent les murs, les escaliers et les obstacles qui nous entourent. En avançant dans ce dédale, on croise des traces de pattes jaunes, celles d'un cygne. Un cygne qu'on va suivre tout au long de cette aventure qui m'a personnellement bouleversé et que j'aimerais aujourd'hui vous raconter. On parle de The Unfinished Swan, le jeu qui m'a fait questionner ma propre créativité. J'ai découvert ce jeu il y a 1 mois. Ouais, il est sorti en 2012, je suis giga en retard, mais finalement l'intemporalité de ce jeu fait que je pense l'avoir découvert pile au moment où j'en avais besoin. Mais on développera ça plus tard. Il y a 1 mois donc, où je m'amusais à jouer à Guess the Game, un jeu sur navigateur où chaque jour, le but est de reconnaître le jeu caché derrière des images de plus en plus explicites. Et donc, en ce 8 octobre, je tombais sur The Unfinished Swan, jeu dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Incapable de trouver la réponse, et après avoir révélé la solution, j'ai dit ces mots. C'est quoi cette daube ? Mais ce même jour, je suis revenu sur la page, et je me suis dit que le jeu paraissait intéressant. D'autant plus qu'il est rangé dans la catégorie casse-tête de Steam. Et vu comment toutes mes expériences les plus marquantes avec le jeu vidéo sont liées à ce genre, je lui ai laissé une chance. Ainsi, je lançais The Unfinished Swan, et j'en ressors aujourd'hui grandi. Le jeu s'ouvre sur un livre où on nous présente une femme qui a passé toute sa vie à peindre sans jamais terminer un seul de ses 300 tableaux. À sa mort, son fils Monroe est placé en orphelinat, mais il est en droit de garder une seule des toiles de sa mère. Monroe choisit alors sa toile préférée, un cygne auquel il manque le cou. Un cygne inachevé. Peu de temps après, Monroe se réveille en pleine nuit et réalise que le cygne s'est enfui. Suivant ses traces de pattes, il se lance alors à sa poursuite, armé du pinceau d'argent de sa mère. C'est comme ça qu'on se retrouve dans cet univers blanc que je vous ai présenté en intro. J'aime ce genre de jeu où on est largué au milieu de nulle part, sans objectif. C'est mystérieux et j'adore ça. Alors go, on avance et on va le retrouver ce cygne. Naviguer dans le niveau n'est pas bien difficile. Il suffit de spammer des boules de couleurs pour révéler la suite. On arrive rapidement dans une salle avec de la musique festive qui fait penser à une sorte de jardin. Un jardin royal. Avec notre peinture, on révèle d'ailleurs la statue d'un roi. En avançant, on continue de croiser ces fameuses traces de pattes jaunes et d'entendre le cygne. À ce stade, je me suis demandé si l'entièreté du jeu allait ressembler à ça. Un monde blanc que l'on révèle en spammant les gâchettes de notre manette. Un monde absolument dépourvu de vie, limite angoissant. Mais au détour d'un couloir, je lançais par hasard une boule vers ce tableau. Le roi était jeune, arrogant et incroyablement talentueux. Convaincu qu'aucune couleur n'était digne de son jardin, il le laissa en blanc. Alors qu'il se demandait comment créer des couleurs inédites, de nouveaux habitants gagnèrent le royaume et il dut faire face à de plus gros problèmes. Ok donc, effectivement, on est bien dans le jardin d'un roi. Un roi visiblement assez mégalo. Plus loin, je croise une salle bouclant sur elle-même et je comprends que sauter dans le trou permet d'atteindre le balcon. Via les tableaux suivants, on apprend que le roi était tyrannique et refusait catégoriquement que ses sujets touchent à son œuvre, son royaume blanc. Mais bon, les pauvres, ils en avaient marre de pas pouvoir distinguer le moindre relief et de se cogner partout. Alors le roi ajouta des ombres. Avec ces nuances de gris, notre voyage est bien plus pratique. On traverse différentes pièces, dont un atelier de dessin, jusqu'à voir ceci. Je vous rassure, traverser le labyrinthe est super simple. À vrai dire, ce jeu est simple, c'est pas là-dedans qu'il est puissant. Arrivé en haut du château, on apprend que le roi a tout simplement quitté son propre royaume suite à la pression du peuple, énervé par son incapacité à remettre en question ses créations. On finit par embarquer à bord d'une montgolfière, signant la fin du premier chapitre. Durant le second chapitre, on va plus ou moins expérimenter la même chose. On se balade dans la ville désertée par ses habitants, où on va notamment croiser un géant qui dort profondément. Des systèmes mécaniques nous permettent d'ouvrir des ponts et des barrages. Cette fois-ci, on lance des boules bleues qu'on comprend comme étant des boules d'eau, car elles vont permettre de faire se propager une plante qui nous sert d'échelle pour grimper les murs. Autrefois, le roi se battait contre la propagation de cette plante, qu'il considérait comme un gâchis pour son royaume. Les décors ont d'ailleurs beaucoup évolué. On est passé du blanc absolu à une ville assez détaillée. Toute cette partie de gameplay est assez longue, une 30aine de minutes, et plutôt reposante. Ça m'a fait me dire que parfois,
Un jeu a pas besoin d'en faire trop pour te marquer. Parfois, il n'y a pas besoin de tenter de speedrun pour économiser une seconde ou de spammer la barre espace dans chaque escalier pour 3 pauvres frames. Parfois, on peut juste se laisser porter par le jeu, aussi simple qu'il soit. C'est le premier déclic que j'ai eu et ça m'a ensuite permis d'aborder le jeu de manière plus posée. D'après les tableaux suivants, on comprend que le peuple était vraiment fatigué face aux exigences de leur roi têtu et qu'ils ont commencé à arroser la plante en secret. On aperçoit au loin une statue qui semble être le roi et, à l'intérieur, le roi lui-même, endormi. On rejoint finalement un bateau volant et c'est la fin du chapitre 2. Ce deuxième chapitre s'appelait « L'Empire inachevé », sûrement car le roi, trop obnubilé par lui-même et incapable d'écouter les avis extérieurs, n'a jamais pu aller au bout de son projet car abandonné de tous. Du coup, le chapitre suivant explore une nouvelle mécanique où on doit créer des blocs là où il manque des morceaux de décor. C'est assez intéressant et ça permet de renouveler un peu le gameplay tout en prolongeant l'idée d'un royaume inachevé. Le roi, seul, décide alors de fonder une famille, en commençant par se peindre une femme. Ouais, le boug est tellement narcissique qu'il a besoin de se voir en elle que sa moitié soit son double. Et ça en dit beaucoup sur sa personne. Logiquement, il va tomber éperdument amoureux d'elle. Mais la reine n'est pas heureuse, et le roi a beau lui offrir tous les cadeaux du monde, elle est distante. Chaque jour, il lui dessine une nouvelle pièce pour leur maison, mais il l'abandonne aussitôt, la trouvant indigne de sa reine. De son côté, la reine peint des créatures, mais ayant été conçue à l'image du roi, elle est tout aussi incapable de terminer ses œuvres. C'est ainsi que sont créés les 300 tableaux inachevés, et vous l'avez compris, cette femme, c'est la mère de Monroe, le garçon qu'on incarne. La reine décide de quitter le roi la veille de son accouchement et disparaît sans laisser de traces. Mais l'obsession du roi de transmettre son héritage à travers ses créations se manifeste toujours par la mise en place de miroirs et de représentations de lui-même dans le monde. Et c'est comme ça qu'il décide de construire cette statue immense qu'on avait aperçue un peu plus tôt. À l'image de tout ce qu'il a entrepris, il ne la terminera même pas, et le chapitre 3 se finit sur le roi plongé dans un rêve dont il peut même pas sortir. Le 4e et dernier chapitre s'ouvre sur le roi qui se réveille et qui nous raconte qu'il a fait un rêve étrange où son jardin aurait été saccagé à coups de peinture noire. Il a vu son royaume croulant sous les plantes grimpantes et petit à petit, l'obscurité gagnait les lieux. Soudain, j'étais à nouveau seul. À la fin, il explique qu'il a assisté à son propre enterrement où seul Monroe était présent. J'ai vu mon monument. Mon dernier espoir pour que l'on se souvienne de moi. J'ai avancé dans sa direction. À chaque pas, je grandissais un peu plus. Je grandissais encore et encore, comme un adolescent. Oh. J'ai appliqué une simple pression et mon monument s'est écroulé. J'avais sous les yeux tout le travail de ma vie. Mes œuvres s'effondreraient ou disparaîtraient sous la peinture des générations futures, tout comme j'avais peint par-dessus l'univers d'un autre. Après le chaos, je savais que toutes mes créations disparaîtraient. Assis, le regard perdu dans les ténèbres, je me suis souvenu de toutes mes œuvres commencées et resté inachevé. J'ai eu une révélation. Leur disparition ne m'attristait pas. J'avais pris du plaisir à les créer. Je l'aurais fait quoi qu'il arrive. J'ignore ce qui t'amène, mais je suis content de te voir. J'ai quelque chose pour toi. Ce pinceau ne m'appartient plus. J'ai fini mon travail. Il est à toi désormais. J'espère qu'il te rendra heureux. Et qu'on dira un jour de toi que tu valais mieux que ton père. Cette porte te conduira où tu le désires. Mais pars vite, mon enfant. Tout ce monde est éphémère. Cette nuit-là, alors qu'il était exténué, Monroe fit quelque chose dont sa mère aurait été incroyablement fière. Il se mit à peindre. Bon, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça ? Vous avez peut-être trouvé l'histoire enfantine, voire un peu niaise, et je vous comprends parce qu'avant de creuser, j'étais du même avis. Mais justement, c'est ça qui m'a surpris. En me renseignant, c'est l'histoire qui m'a vraiment accroché, et c'est vraiment très étonnant de ma part, moi qui en ai rien à battre la plupart du temps. Mon deuxième déclic, après celui sur le fait de simplement prendre mon temps, c'est que The Unfinished Swan n'est pas un jeu de puzzle comme je le croyais. Pourtant, il est bien rangé dans la catégorie puzzle de Steam, mais il n'y a pas de challenge. Aucun passage n'est difficile. Et c'est voulu. C'est pas un jeu qui cherche à te faire réfléchir, mais à te faire ressentir.
Alors, j'ai commencé à chercher un sens à tout ça, à l'histoire, à la fin, à ce que le jeu voulait me dire. Et au final, j'ai trouvé tout et son contraire. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de sens officiel, pas de vérité absolue. Il n'y a que des interprétations personnelles. Et la mienne, celle qui m'a vraiment touché, c'est celle du thème de la créativité. Tous les personnages de cette histoire sont avant tout des personnes qui aiment créer. Au départ, on nous décrit le roi comme incroyablement talentueux, et ce dernier souhaite créer un monde qu'il veut parfait et permanent, sûrement marqué par la destruction de son premier château de sable par la mer lorsqu'il était plus jeune. Le roi crée, mais avec des œillères. Il esquive la réalité de ses œuvres inconfortables pour son peuple pour se créer un idéal. Mais même s'il termine jamais ses créations, il nous confie à la fin que le simple plaisir qu'il a pris à les entamer lui suffit. Au final, il a trouvé du contentement dans ce qu'il est vraiment, et plus dans ce qu'il aimerait être. C'est ça qui lui fait accepter de léguer son pinceau à son fils. La reine, copie du roi, est également une grande peintre, mais qui, comme toute personne qui crée, a du mal à finir ses œuvres plutôt que d'en recommencer une nouvelle. D'où les 300 tableaux inachevés. Vous avez tous créé quelque chose à un moment dans votre vie, et vous savez sûrement que c'est tellement plus simple de recommencer un nouveau projet que de terminer celui en cours. Tout simplement parce qu'on ne sait pas vraiment ce que terminer veut dire. C'est quoi une œuvre finie ? Est-ce que The Unfinished Swan est un jeu vidéo terminé ? Pour moi, pas vraiment. Les mécaniques avec la peinture sont finalement peu développées et répétitives. Et l'histoire est un peu confuse sur la fin. Le roi a rêvé de Monroe, puis la fin montre Monroe se réveillant lui-même. Donc, est-ce que c'était un rêve depuis le début, genre Monroe aurait rêvé du roi et de la reine comme pour comprendre l'histoire de sa famille ? Ou alors Monroe n'existe pas et serait le simple fruit de l'imagination du roi ? Franchement, j'en sais rien. Et ça a beau être un peu frustrant, c'est pas très grave. C'est pas grave parce que The Unfinished Swan est un jeu abstrait. Un rêve, comme aime le préciser le studio lui-même. Même inachevé, je suis content que Giant Sparrow ait décidé de le sortir, de décréter cette œuvre comme terminée. Finalement, une œuvre n'existe que lorsqu'elle est présentée au monde, que lorsqu'elle est expérimentée par quelqu'un d'autre que son créateur. Vous la voyez arriver l'insupportable conclusion de « ce qui compte, c'est le voyage et pas la destination ». Mais laissez-moi finir. Il nous reste à voir Monroe, le personnage principal de cette histoire. Tout le jeu renvoie à l'enfance, avec le livre chapitrant les différentes parties, la musique, la narratrice et sa douce voix. Il n'avait pas pensé au côté pratique. Voilà ce qui explique mon premier déclic. J'ai voulu lutter, mais au final, j'ai joué comme un gamin à son premier jeu vidéo. L'époque où j'en avais rien à battre du speedrun et du complétionnisme. L'époque où j'appréciais les jeux vidéo de la façon la plus pure. Monroe se sent vide, inachevé, car son père est absent et sa mère vient de mourir. La seule chose qui lui reste, c'est le tableau d'un cygne. Comme c'est un enfant, il a une manière plus chaotique d'aborder la création en lançant des boules de peinture qui viennent tacher le sol. Monroe veut continuer l'œuvre de sa mère. Il souhaite créer et terminer ce cygne pour se sentir lui-même accompli et pouvoir faire son deuil en paix. Alors il poursuit l'oiseau, parmi d'innombrables environnements. Ce qu'il crée ici, c'est un chemin, un moyen d'avancer vers son objectif. Il crée par nécessité et il s'en fiche pas mal de comment il s'y prend, du fait qu'il ait complètement saccagé le jardin du roi ou qu'il ait permis à une plante d'envahir les murs de la ville. Il finit par rencontrer son père qui lui confie un pinceau qui va lui permettre d'enfin rattacher la tête de ce cygne à son corps. Finalement, je pense que Monroe et le cygne ne font qu'un. Le cygne n'était qu'un miroir de Monroe. Il était inachevé, tout comme lui après la mort de sa mère, et en complétant le tableau, il s'est complété lui-même. Mais Monroe, c'est un gosse. Tout enfant est créatif et peut s'imaginer un univers avec 3 cailloux et un bout de ficelle. Sauf qu'un enfant, ça grandit, et c'est très vite confronté à un petit truc fun qui s'appelle le regard des autres. Ce petit truc fun qui rend terrifiant le moment où on ose dire « c'est fini ». Cette vidéo que vous êtes en train de regarder, est-ce qu'elle est terminée ? Est-ce que ce script que je suis en train de lire est terminé ? Ou alors c'est uniquement moi qui après m'être terriblement pris la tête à écrire cette conclusion et décréter qu'allez, c'est bon, ça suffira. Franchement, c'est sûr que non. L'existence de cette vidéo sort de nulle part et j'ai tout écrit super rapidement sous l'impulsion. J'ai cherché à donner un sens à cette histoire et tout ce que j'ai trouvé, c'est le sens de ma propre création. Enfin, une partie. Cette vidéo n'est pas finie et elle aurait jamais vraiment été. Pourtant, j'ai décidé de la sortir et vous la regardez parce que si je me posais la question en boucle de « est-ce que c'est assez ?», vous l'auriez jamais vue. Mais au fond, j'ai ces pensées. J'ai cette peur de me lancer pleinement dans ce métier de youtubeur dont je rêve depuis que je suis gosse parce que la réception du public et l'incertitude des revenus sont 2 choses absolument terrifiantes. J'ai ce stress d'espérer voir cette vidéo fonctionner et de lire vos retours parce que mes œuvres, une fois publiées, ne m'appartiennent plus vraiment. Mais malgré tout, je crée. Et comme le roi, j'y prends plaisir même si mes vidéos ne seront jamais vraiment achevées. Alors au fond, une œuvre n'est terminée que lorsque son créateur le décide. Peut-être même que la reine considérait ses œuvres comme terminées, même si pour le grand public, c'est pas la définition qu'on se fait d'un tableau achevé. Ce qui compte, c'est qu'en récupérant ce tableau de signes, Monroe a pu le compléter en y ajoutant un coup et 2 canetons. C'est sa vision achevée de ce tableau et c'est ce qui lui permet d'avancer.
Alors allez au bout de vos créations. Ne soyez pas trop aveuglés comme le roi, car les retours des autres sont parfois nécessaires pour peaufiner, mais soyez toujours maître de ce que vous considérez, vous, comme achevé. Comme Monroe, on ne finit jamais vraiment nos œuvres. On essaye juste de leur donner un coup. Merci d'avoir suivi cette vidéo assez différente de d'habitude. J'espère que ça vous aura quand même plu, que ça paraissait pas trop moralisateur ou quoi. The Unfinished Swan a beau tourner autour d'un gameplay assez répétitif, je vous le conseille car le contraste entre sa simplicité et son message fort m'a amené vers de vraies remises en question. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Comme je disais, je vais tout faire pour mener à bien ce projet YouTube auquel je tiens beaucoup et j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Des bisous!